Bonsoir Monsieur Fournier. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard. Avec un grand plaisir. À mes côtés, Coralie Mollaret pour vous interroger. Je vais d'ailleurs lui donner tout de suite la parole puisque c'est Coralie qui va vous poser la première question. Bon, allez, écoutons. Bonsoir Monsieur Fournier. Bonsoir Coralie. Vous avez été élu maire de Nîmes la première fois en 2001, c'était le 18 mars. 20 ans après, vous avez été réélu pour un 4e mandat. Quel souvenir vous gardez de votre première élection ? Écoutez, ce 18 mars 2001, je me souviens avoir eu une grande émotion en écoutant les résultats du second tour, puisqu'effectivement, on ne me donnait pas spécialement gagnant d'ailleurs, et on a gagné plus de 55% face à Alain Clary. Donc je crois que j'ai vécu un moment un petit peu spécial, quoi. Une émotion surtout forte, puisque j'ai été très très sensibilisé à cette élection, puisqu'effectivement, je me souviens, à la carrosserie Martin, j'étais allé écouter les résultats chez ma collègue Madame Martin. Route de Montpellier. Route de Montpellier. C'est vrai que j'ai été très ému, effectivement. J'ai eu quelques sanglots d'ailleurs aussi, puisque tout m'est revenu un petit peu. Mes parents, mon père, j'ai dit si mon père me voyait, il serait très fier. Donc c'est vrai que ça m'a fait quelque chose d'émotionnel surtout. Et c'est surtout la concrétisation et la conclusion d'une campagne qui a été très compliquée, puisque vous vous êtes vraiment donné, parce que comme vous le dites, à la base, vous n'étiez pas du tout donné gagnant en 2001. Je crois que le journal de l'époque, Midi Libre, avait titré Jean-Paul Fournier l'Odyssée de l'espace. En 95, pardon, il avait titré l'Odyssée de l'espace. Personne n'y croyait, en fait. C'est vrai qu'une fois, en 95, quand on a été battu avec Jean Bousquet, dès le lendemain, j'ai dit je serai candidat à Nîmes. Et c'est vrai que Midi Libre a titré Jean-Paul Fournier, l'Odyssée de l'espace. Finalement, vous avez été élu. Et finalement, j'y suis. Quand on se retourne sur ces 20 ans, de quoi vous êtes le plus fier ? Écoutez, c'est une cascade de pas mal de choses, puisqu'effectivement, on a fait beaucoup, comme la presse l'a rappelé. Je crois qu'effectivement, on a fait le Jean Jaurès, on a fait AEF, on a fait la piscine des Mozart, on a fait le Paloma, on a fait le musée de la Romanité, ça j'en ai été assez fier. C'est peut-être le musée de la Romanité, votre plus grande fierté ? Sûrement, parce qu'effectivement c'est un dossier qui m'a donné beaucoup de mal, puisqu'il a été dans le temps, ça a duré 10 ans avant de pouvoir le faire, de pouvoir concrétiser, puisqu'effectivement on a eu pas mal de bâtons dans les roues, pas mal de gens qui nous ont pas très bien aidés, parce qu'il y a eu des recours. Donc c'est vrai qu'on est arrivé. Je me suis accroché parce qu'effectivement, il a fallu sauvegarder une partie de la façade de la rue de la République. Donc tout ça, ça a été un petit peu lourd. On ne vous a pas souvent posé la question, mais vous avez été à la tête de l'entreprise Publideco, qui était une entreprise de décoration publicitaire. Comment cette expérience en tant que chef d'entreprise a pu influencer quelquefois vos décisions politiques ? Écoutez, c'est une belle expérience que j'ai eue, puisque j'étais président au plan national de mon syndicat professionnel, donc j'avais un contact permanent avec les autres professionnels, j'avais un contact permanent avec les politiques aussi, puisqu'effectivement, on était appelé à défendre notre projet, et donc effectivement, les choses ont fait que j'ai adhéré au REPR d'abord, puis après, une chose de l'autre m'ont permis d'être maire de Nîmes, d'être candidat et d'être maire de Nîmes, mais enfin, c'est vrai que ça a été un parcours un petit peu long, hein. Oui, c'est ça qu'on voit dans le parcours politique de Jean-Paul Fournier, c'est que c'est d'abord sa profession finalement et vos responsabilités syndicales, puis après dans le parti, puis après le fait que vous ayez pris le RPR de l'époque qui vous a aidé à conquérir Nîmes. Mais une autre question peut-être un peu plus personnelle, parce qu'on vous connaît, alors on vous dit discret, timide, vous avez un peu ce côté protestant. Est-ce que ça joue, ça, dans votre exercice du pouvoir ? Est-ce que ça a une incidence, la religion, dans votre façon d'exercer le pouvoir ? C'est vrai que je suis quelqu'un de réservé, pas timide, mais réservé. Effectivement, le fait d'être protestant, je crois que la Nîmes est d'abord une ville laïque, quoi, donc il faut le reconnaître. Donc, je pense qu'effectivement... Un peu protestante aussi. Plutôt protestante. C'est vrai que je suis protestant. Je ne le revendique pas tous les jours, hein, bon, c'est clair. Mais bon, c'est vrai que je suis assez... fier de l'être, et puis je suis content que ça se passe comme ça, quoi. Ça peut vous aider ? Est-ce que votre religion a pu vous aider dans la conquête du pouvoir ? Oh, je pense pas, non. Pas, parce que je ne l'ai pas mis en avant, jamais mis en avant, mais j'ai toujours été très discret là-dessus. Vos mandats successifs, donc à la tête de la ville de Nîmes, c'est marqué par des hauts, beaucoup, quelques bas aussi.
On va dérouler, si vous voulez bien, pendant cette interview, le fil de ces mandats. Je vous propose de démarrer avec 2001 d'abord. Donc effectivement, on l'a dit tout à l'heure, aux élections municipales de mars 2001, vous êtes élu maire sur une liste d'alliance RPR-UDF avec Yvan Lachaud, Franck Proust. Le maire sortant, Alain Clary, est battu. Comment vous avez réagi à l'annonce des résultats? Au-delà de l'aspect émotionnel, vous en avez parlé il y a quelques instants. Comment vous réagissez quand vous battez le maire sortant? Beaucoup de fierté d'abord, parce qu'effectivement c'est un moment important pour moi et pour mon équipe, parce qu'effectivement on avait réussi à faire l'union avec Martine Lapierre aussi, puisqu'effectivement il y avait Martine Lapierre qui était avec nous. Donc un peu de fierté, beaucoup de, je l'ai dit tout à l'heure, de l'émotion, c'est sûr. Et puis après, quand on réfléchit à tout ce qu'on va devoir faire, c'est aussi un moment un petit peu de stress, puisqu'effectivement, on est content d'être élu, mais on se demande qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire. Mais finalement, il y a une grosse part de chance en 2001, parce qu'il y a Franck Proust, Yvan Lachaud, vous faites un sondage et vous êtes juste devant, mais à 1 point. Et puis c'est vous qui êtes tête de liste, et puis après, tout le monde se range derrière vous. Il y a quand même une grosse part de chance avec ce sondage, non? Écoutez, c'est vrai que ce sondage m'a permis d'arriver devant, d'un ou 2 points, je crois, devant Lachaud et devant Proust. Mais je crois qu'effectivement, d'abord Proust a été très correct, puisqu'il a dit « je me range derrière Jean-Paul Fournier ». Ça a été un peu plus compliqué pour M. Lachaud, mais enfin, je crois qu'effectivement, ça a été... je crois que c'était la condition sine qua non, autrement on ne pouvait pas gagner. Ça mettait tout le monde d'accord. C'est clair. À l'époque, vous avez gagné et vous avez déclaré que finalement, sous l'ère Clary, Nîmes était une belle endormie. C'est ça qui vous a donné envie aussi de mener des grands projets tout de suite. On pense bien évidemment au projet du centre-ville, la rénovation de l'avenue Jean Jaurès, du centre, l'aménagement du triangle de la gare. Oui, parce que vous étiez déçu finalement du mandat précédent, où pas grand-chose ne s'était déroulé. Le mandat de Clary n'a rien apporté au Nîmois. Je crois qu'effectivement, rien n'a bougé, parce qu'il y avait une double tête. Il y avait Clary et monsieur le premier adjoint. Donc, il ne prenait aucune décision. Fabre-Pujol. Fabre-Pujol et Clary ne prenaient aucune décision l'un sans l'autre. Après, on peut objecter quand même le fait que sur le projet AEF, la gauche l'avait lancé. Il avait lancé. Vous avez repris quelque chose qui était sur les rails. Ils n'avaient pas ouvert encore le dossier, puisque c'est moi qui ai ouvert avec le jury, ça s'est passé d'ailleurs à la Chambre d'agriculture, je me souviendrai toujours, puisqu'effectivement j'ai ouvert les 3 projets et on s'est focalisé sur le projet de Marguerite. Mais eux, ils avaient lancé le projet sans le découvrir d'ailleurs, ils n'avaient pas osé l'ouvrir. D'accord. Tout à l'heure, Abdel nous disait les hauts et les bas, et peut-être parmi les bas, lors de ce premier mandat, vous promettiez une grande ville universitaire. Aujourd'hui, on n'y est pas. Est-ce que ça fait partie de l'un de vos ratés, ou est-ce que finalement vous êtes ravisé, vous avez dit non, moi je veux pas de ville universitaire? Enfin, on n'est pas très loin de ça marche. J'ai rencontré le président de l'université encore la semaine dernière. Je crois qu'on a fait quand même un grand pas à l'avance. Cette université fonctionne. On n'est plus la plus petite université de France. Aujourd'hui, cette université a des choses concrètes, puisqu'effectivement, on va l'agrandir maintenant avec Hoche 2 et 3, puisque c'est lancé. C'est le CPER qui va être maître du jeu. Mais enfin, je pense qu'effectivement, cette université... Vous avez cette volonté, vraiment, d'attirer de plus en plus d'étudiants, parce qu'on sait aussi que, paradoxalement, si ça peut être une richesse pour le territoire, certains habitants de l'Écusson, votre électorat aussi est habitué et aime une certaine tranquillité. Comment jongler entre les deux? Je crois qu'il faut penser d'abord à la jeunesse, parce que c'est important, la jeunesse qui est des jeunes en centre-ville, c'est important. Je crois qu'effectivement l'un ne va pas sans l'autre. Je crois qu'effectivement la population est fière de sa ville, donc fière d'avoir des étudiants, fière d'avoir de la jeunesse en centre-ville, des cafés, des restaurants, des centres culturels. Donc c'est important d'avoir la culture des jeunes ici sur la ville. Deuxième mandat, 2008, vous êtes réélu facilement, avec la complicité là aussi de vos amis du centre. À ce moment-là, votre ambition c'est de rééquilibrer la ville à l'est, vous, avec la création de 2 nouveaux quartiers, Hoche-Cernam, le Mas-Lombard. Mais il y a quand même un moment difficile dans ce deuxième mandat, c'est les critiques que vous essuyez autour des travaux du trambus. Le centre est à l'arrêt, les commerçants vous en veulent, des gens s'enchaînent même autour des arbres. Comment on vit ce moment-là, qui est peut-être le moment le plus difficile de vos 20 ans de mandat? Alors c'est vrai que ça a été un peu compliqué quand j'ai vu
que le tracé du trambus avait été arrêté à cause des gens qui s'occupaient des arbres plus qu'autre chose. Donc c'est vrai que quand j'étais en Espagne d'ailleurs quand ça s'est passé, je suis rentré immédiatement d'Espagne et quand j'ai vu que tout était stoppé, j'ai décidé quand même d'ouvrir de faire circuler ce bus. Donc on l'a fait circuler pendant 1 an et demi comme ça, mais c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a beaucoup fait de la peine, quoi. Je ne comprenais pas que les gens s'arrêtaient sur des trucs comme ça. Mais c'est un peu aussi ce qui a caractérisé ce mandat-là de 2008, parce que vous avez aussi été condamné, rappelez-vous, pour les arbres. On a l'image d'un Jean-Paul Fournier qui est un maire bâtisseur, qui veut toujours y aller, construire. Est-ce que parfois vous n'avez pas eu le sentiment d'aller un peu trop vite et de ne pas prendre en compte les habitants et que, in fine, ça vous retombait un peu dessus parce qu'ils saisissaient la justice et force est de constater qu'ils étaient dans leur bon droit, notamment sur le sujet des arbres? Écoutez, on est obligé de prendre des décisions parfois seuls. C'était votre fameuse phrase, un chef c'est fait pour cheffer. Oui. Donc effectivement, si je ne les prenais pas, si j'attendais, si on discutait sur telle ou telle chose, on ne les faisait pas. Donc ça, je m'y refusais. Donc je prenais souvent des décisions seules, c'est vrai. Avec le recul, vous aurez fait la même chose? Oui, tout à fait. C'est votre petit côté dictateur, ça. Pas du tout. Je crois qu'effectivement, je ne fais rien sans avoir l'avis des uns et des autres. Mais là, à un moment donné, il faut prendre la décision à bras le corps et puis décider et faire. C'est pendant ce deuxième mandat que vous avez annoncé la création d'un grand musée de la Romanité. Alors 10 ans après vous y êtes arrivé, on l'a dit tout à l'heure et c'est une de vos principales fiertés. 2 projets par contre ont été abandonnés. D'abord le Palais des Congrès, il a mis beaucoup plus d'années puisque 13 ans plus tard il n'est pas encore là, même si bien évidemment il a avancé pour ce nouveau mandat. Et puis vous aviez l'idée également d'un nouveau parc des expositions à proximité de l'aéroport. Vous avez abandonné cette idée finalement? On a abandonné le parc d'exposition à côté de l'aéroport. C'est vrai. Alors c'est vrai que le Palais des Congrès, dans un premier temps, on avait prévu de le faire derrière la gare. Donc je souhaitais qu'il soit le moteur un petit peu du centre-ville pour le côté économique, pour le côté commercial de la chose. Donc on a changé d'orientation. C'est vrai que j'ai eu la possibilité de racheter la chambre de commerce, ce qui m'a permis de pouvoir faire ce projet en cœur de ville, puisqu'effectivement il va se situer au centre-ville, quoi. Je crois que ce triangle avec le musée de la Romanité, le Palais des Congrès, à la place de la Chambre de commerce, on va avoir un hôtel 4 étoiles aussi. Ça va redynamiser aussi la rue de la République. Ça va redynamiser tout un secteur, quoi. Mais là aussi, ce qui peut illustrer vos années de mandat, c'est que tout à l'heure, on parlait du Mas des Lombards. Pour l'instant, ça n'est pas encore fait. Et le Palais des Congrès non plus. Ce sont des projets qui mettent des années à aboutir. Ça, c'est vrai que c'est très long, parce qu'effectivement, le Palais des Congrès, il a fallu acheter donc ces terrains. Maintenant, on va commencer les fouilles. Donc, on va commencer les fouilles au mois d'octobre en principe. Mais ça, c'est pas à cause de vous? Ce sont les procédures ou ce sont des fois les recours? Ce sont les procédures, c'est sûr. C'est pas un manque de volonté politique de votre part? Non. On est certain que ces choses-là sont très longues parce que quand on pense qu'il faut d'abord trouver les financements, puisque ça coûte cher quand même, 50 millions d'euros, il faut les trouver. Donc j'ai l'assurance que l'aglo va m'aider, que la région va me donner un coup de main, j'espère que le conseil général aussi, donc on devrait trouver les financements normalement. Mais après, il faut tout ça mis bout à bout, ça représente des années de travail. Un mot aussi, ce deuxième mandat, puisqu'en 2009, souvenez-vous, vous avez été condamné dans l'affaire dite du diamant noir. Je crois que c'était un raccordement de votre terrain que vous aviez vendu 9 jours auparavant et vous étiez présent quand la délibération a été votée. Avec le recul, vous vous dites c'était une bêtise? C'est-à-dire, c'est une erreur, on aurait dû me l'avertir. C'est vrai que j'aurais pas dû voter ce soir-là. Mais vous ne le saviez vraiment pas? Hein? Vous ne le saviez vraiment pas? Non, franchement, je ne savais pas du tout. Donc, j'ai participé au vote et j'aurais pas dû. C'est vrai que c'est une erreur. Est-ce que vous êtes inquiet, du coup, en faisant un peu le parallèle avec Franck Proust, qui est aujourd'hui inquiété par la justice, qui, en juillet prochain, va comparaître devant le tribunal de Nîmes? C'est quelqu'un qui vous est très proche. Vous êtes inquiet pour lui? Non, parce que je crois qu'effectivement, il est présumé innocent. D'abord, putain, qu'il n'est pas condamné. Enfin, j'espère qu'il ne sera pas condamné, parce que c'est une affaire qui dure depuis 18 ans, ça, quand même. Donc je crois qu'effectivement, il y a des choses qui sont trop longues. À mon avis, il ne sera pas condamné, mais pour moi, il est innocent. Quel regard vous portez justement sur la justice? Parce qu'en 2009, vous êtes condamné, mais aujourd'hui, est-ce que les juges ne sont pas un peu plus sévères?
qu'auparavant, justement, notamment au niveau de l'opinion publique, de la perception que les citoyens ont des élus? C'est sûr que si je regarde, par exemple, Nicolas Sarkozy, je trouve que c'est scandaleux ce qui lui arrive, quoi. Parce qu'effectivement, il a donné toutes les preuves comme quoi il n'était pas condamnable, et il est condamné à 3 ans de prison, dont 6 mois ferme, quoi, quand même. Bon, il a fait appel de cette décision. La fin de ce second mandat, elle est marquée par l'ouverture de Paloma, de la ligne TCSP T1 également, de beaux projets qui ont été portés par Nîmes Métropole, puisque vous étiez à la tête de Nîmes Métropole. On ne l'a pas dit tout à l'heure, bien évidemment, mais vous avez participé à la création de Nîmes Métropole et vous avez été président en 2002. Sur 2 mandats. Quel regard vous portez sur ces beaux projets, sur Paloma et sur le réseau de transport nouveau? Et je pense que c'est d'abord de très belles réalisations, puisqu'effectivement je m'étais engagé à faire une scène de musique actuelle et un équipement sportif, et c'est la piscine de Moza, et puis un transport en commun en site propre. Donc effectivement ce premier, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que ce premier transport en commun, on a été un petit peu embêté par les arbres, donc on a coupé des arbres, on me l'a fait replanter, parce qu'effectivement je trouve ça un petit peu gros, un petit peu fort de café quand même. Mais bon, on a vécu avec, et ça continue. Et aujourd'hui ça marche? Ça marche bien, et puis les gens sont contents. La deuxième ligne était ouverte maintenant, on continue la deuxième ligne entre la gare et Paloma, donc ça va se faire. Juste peut-être rapidement une objection quand même, vous avez pris parti, vous avez fait le choix de faire T1 d'abord. Si c'était à refaire, vous feriez T1 ou vous feriez T2, qui on sait c'est une très structurante et transversale qui est capable de ramener les gens de l'Avonage au CHU en allant jusqu'à Paloma. Très sincèrement, si c'était à refaire, est-ce que vous feriez T1 ou est-ce que vous feriez T2? Je pense que je ferais T1 toujours, parce qu'effectivement T1 est un circuit plus court et profite beaucoup au Nîmes. Plus faisable, quoi, puisqu'effectivement c'est un circuit qui est très visité, très emprunté, quoi. Donc, je crois que je referai. Et qui est en cœur de ville à Nîmes. C'est vrai. Troisième mandat, le 13 décembre, vous parvenez à un accord d'union avec Yvan Lachaud, une union de circonstances qui aura duré quelques mois, car très vite, après votre victoire pour ce troisième mandat, vous lui confiez les clés de l'agglomération de Nîmes, et on peut le dire, tout part très vite en déconfiture. Alors là, j'ai fait une grosse erreur. C'est vrai que confier ça à M. Lachaud, j'aurais jamais dû. Effectivement, je n'avais pas besoin de lui pour gagner en 2014. D'ailleurs, je crois qu'il fallait regarder un petit peu de plus près les choses. Oui, mais vous aviez peur à l'époque, vous ne saviez pas. Ah, c'est vrai qu'on a été un petit peu inquiets. Parce que certains de vos adjoints disaient allez-y. Certains de mes colistiers m'ont plutôt conseillé de faire ça, mais je crois que c'est une erreur parce qu'effectivement, on l'a prouvé cette année, on n'avait pas besoin de lui pour pouvoir gagner. Un mot plus personnel, au cours toujours de ce troisième mandat, vous avez eu des soucis de santé qui vous ont demandé un retrait de la vie politique pendant plusieurs mois. Très sincèrement et intimement, presque, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous vous êtes dit dans votre tête quand vous étiez éloigné de la ville de Nîmes et du jeu politique? Mais j'avais envie de reprendre, quoi. Donc je crois que c'était ma motivation la plus proche, puisqu'effectivement, j'ai dit je suis malade, je suis couché dans un lit d'hôpital. Oui, mais parce que certains se seraient dit, bon ben j'ai des soucis, je vais me mettre au vert, je vais peut-être faire autre chose. Vous non, vous c'était, il faut retourner à la rue Dorée. Je trépignais pour pouvoir reprendre souvent. Vous avez confié les rênes de la ville pendant ce temps-là à votre premier adjoint, Franck Proust. Alors député européen, il a quand même pris à bras-le-corps votre succession temporaire. Mais finalement, il n'avait pas suffisamment les épaules, parce que vous avez décidé quand même de vous relancer dans l'aventure pour un 4e mandat. Pourquoi, à ce moment-là, vous n'êtes pas dit Franck Proust a fait le job, peut-être que c'est le moment de lui passer la main? Écoutez, d'abord à la fin de ce mandat-là, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'ai pensé. Je dis peut-être que je ne voulais pas me représenter et que Franck pourrait prendre la suite. Il a les capacités, il a prouvé pendant cette période difficile. Mais lui était député européen, il ne pouvait pas cumuler deux. Donc il a préféré garder son poste à l'Europe. Je crois qu'effectivement, il a fait du bon travail aussi dans ce domaine. Et c'est vrai que la déception, c'est quand il a été battu aux Européennes. Si vous avez dit je laisse tomber la députation européenne, et je suis d'accord pour prendre le relais pour la ville de Nîmes, peut-être que vous n'auriez pas fait un 4e mandat? Peut-être que je l'aurais laissé faire, parce que j'ai hésité quand même de faire ce 4e mandat. Je ne l'ai pas fait d'emblée. Donc j'ai regardé ce qui se passait autour de moi, j'ai regardé des élus qui avaient envie de faire d'être maire aussi, bon, ce qui est normal et logique. Et puis quand Franck n'a pas relevé cette envie-là, j'ai dit je vais y aller parce que autrement ça va être le bazar le plus complet, quoi.
Mais très honnêtement, ce soir, les yeux dans les yeux, est-ce que vous serez vraiment capable de lâcher le pouvoir à Nîmes? Et si oui, dans quelles conditions? Mais quand j'aurai fini ce mandat, je vais le lâcher. Hein. Ça, c'est certain. Je peux vous l'annoncer. Je ne serai pas candidat la prochaine fois. En 2026, c'est sûr. Non. Et vous allez préparer votre succession? On y pense un petit peu, quand je regarde un petit peu ce qui se passe autour de moi, les gens qui sont capables d'y être, les gens qui travaillent avec moi à mes côtés, qui sont... Parce que ce qui a marqué aussi toute votre carrière politique et qui a fait que vous avez assis votre pouvoir, c'est que vous avez cultivé aussi au sein de votre propre camp les divisions. Monsieur Flandin, Monsieur Burgoa, Monsieur Tiberino, ça permet aussi d'asseoir votre pouvoir. Et on a le sentiment peut-être que vous le faites encore aujourd'hui. Alors est-ce que vous dites, Julien Plantier, mon premier adjoint, ce sera lui? Écoutez, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si ça sera lui. Enfin, c'est vrai qu'il se place dans mes pas, mais enfin, bon, est-ce qu'il en a envie? Est-ce qu'il pourra faire le job? C'est vrai que j'ai quand même pas mal placé les gens, parce que M. Burgoa est sénateur, parce que j'ai bien voulu qu'il soit sénateur. M. Tiberino est conseiller départemental, parce que j'ai bien voulu qu'il le soit. Je crois qu'effectivement, et M. Proust est maintenant président de l'agglomération. Je crois que j'ai redistribué les rôles. Je crois que je n'ai pas tout carté pour moi. Effectivement, aujourd'hui... c'est toujours Jean-Paul Fournier qui commande à la rue Dorée. Enfin, oui, c'est sûr que j'ai même bien commandé, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui me plaît. Ouais, c'est vrai que bon, tous les matins, quand j'arrive à mon bureau, je suis content d'être là. Je me dis, allez, encore une journée intéressante qui arrive, des visites. En ce moment, en plus, on est un peu coincé parce qu'avec la pandémie que nous avons, c'est vrai aussi que j'essaie de me créer une activité tous les jours. Je vais visiter quelque chose. Ce matin, je suis allé visiter des ateliers de personnes handicapées, par exemple. Demain, je vais ailleurs. Tous les jours, je fais quelque chose. Et vous fourmillez encore de projets, bien évidemment, parce qu'il reste le Palais des Congrès, il reste le parc Jacques Chirac, et il reste bien évidemment d'autres choses sur lesquelles vous avez encore envie de travailler pour la ville de Nîmes. On aura encore quelques petites questions dans quelques minutes, mais déjà, Monsieur Fournier, merci beaucoup d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions.